Un camion ordinaire traverse la frontière, mais ce jour-là, un détail modifie son apparence. Lorsque le couvercle se soulève, une réalité inattendue se révèle, exposant un danger capable de bouleverser tout un pays. Ibrahim Traoré, à cet instant, voit bien plus qu'un simple transport. Il voit l'essence même de la souveraineté en jeu. La frontière, ce jour-là, devient plus qu'une ligne, elle devient un symbole de résistance et de défi. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il promet de maintenir la souveraineté du pays, sans dépendre de l'aide extérieure. Mais cette promesse dépasse la simple sécurité des frontières. Elle touche la survie même du Burkina Faso dans un contexte géopolitique instable. Le pays, petit mais résilient, se trouve à un moment clé de son histoire. Si la frontière n'est pas protégée, si les routes de contrebande échappent à tout contrôle, la fragilité de l'État deviendra évidente. La promesse de Traoré n'est pas seulement politique, elle est vitale. C'est un combat pour la légitimité, la stabilité et l'indépendance. Chaque décision, chaque mouvement devient une question de survie. Ainsi, les enjeux dépassent la simple gestion des frontières. Il s'agit de prouver que la souveraineté du Burkina Faso peut être maintenue, même face aux menaces internes et externes. Une souveraineté incarnée par Traoré lui-même, qui doit gérer un pays pris dans l'étau de multiples crises tout en cherchant à éviter un effondrement systémique. C'est cette promesse qui guide chaque étape de l'action gouvernementale. Le pays doit se défendre seul ou risquer de disparaître sous le poids des menaces invisibles. Tout a commencé avec un camion apparemment banal traversant une frontière déserte sous le soleil du Sahel. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel a attiré l'attention des douaniers. Une simple erreur dans les documents de transport, un détail qui aurait pu être facilement ignoré. Cependant, pour Awa, une inspectrice discrète mais déterminée, ce fut un signal d'alarme. Elle savait qu'une erreur aussi petite pourrait cacher une menace beaucoup plus grande. Lorsque les autorités ont vérifié les barils à l'intérieur du camion, une odeur métallique s'est dégagée, accompagnée d'un frisson d'inquiétude. Ces barils scellés n'étaient pas simplement remplis de ciment comme annoncé. Les agents ont alors pris conscience que ce qu'ils avaient entre les mains n'était pas un simple convoi commercial, mais peut-être un indice d'un réseau bien plus vaste. En suivant la piste, Aoua et son collègue Karim ont rapidement découvert des incohérences dans les itinéraires des camions. Les trajets étaient systématiques, les mêmes chauffeurs revenaient à des horaires fixes transportant des cargaisons sans destination réelle. Petit à petit, les douaniers ont compris qu'ils n'étaient pas face à un cas isolé. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas une simple fraude, mais la partie émergée d'un iceberg de trafic illégal traversant les frontières. Les camions ne transportaient pas seulement des produits chimiques, mais des matières dangereuses, des explosifs et des médicaments contrefaits. L'enquête prenait une tournure inquiétante, et ce qui semblait être un simple délit administratif se transformait en une menace tangible pour la sécurité nationale. Le réseau qui se dévoilait était vaste et complexe, tissé à travers plusieurs pays, alimentant un commerce de substances meurtrières et dangereuses, parfois destinées à des zones sensibles, comme des hôpitaux ou des villages isolés. Cette découverte n'était que le début d'un complot bien plus large, et ce moment, simple au départ, allait marquer un tournant dans la sécurité du Burkina Faso. Awa, une inspectrice des douanes souvent reléguée aux tâches secondaires, s'est retrouvée au centre d'une enquête qui allait définir l'avenir du pays. Elle était habituée à lire les routes comme d'autres lisent une carte, mais cette fois, ce qu'elle découvrait dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle savait que ce n'était pas qu'une question de fraude douanière, mais de sécurité nationale. À ses côtés, Karim, un lieutenant vétéran de la région de Gawa, connaissait chaque coin et recoin de ces routes désertiques. Ensemble, ils formaient un duo discret mais déterminé, chargé d'observer sans attirer l'attention.
Ils s'infiltraient dans les convois, dormaient sur des bâches usées, écoutaient les conversations murmurées des chauffeurs. La routine devenait leur allié, chaque détail anodin à première vue devenant un indice précieux. C'est ainsi qu'ils découvrirent des camions qui ne transportaient rien d'autre que des barils scellés, sans destination. Mais les choses se compliquèrent rapidement. Les barils s'avérèrent être remplis de produits chimiques hautement toxiques et d'explosifs, un réseau caché se révélant peu à peu à travers leurs observations minutieuses. Ils avaient mis la main sur un complot plus vaste, un complot qui s'étendait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les autorités commencèrent à comprendre que ce n'était pas seulement la fraude qui avait cours, mais un véritable réseau de contrebande alimenté par des acteurs puissants. La frontière n'était plus seulement une ligne géographique, elle était devenue un champ de bataille où chaque mouvement, chaque décision pouvait faire pencher la balance entre la sécurité et le chaos. Awa et Karim avaient franchi une ligne invisible, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. L'enquête sur les camions suspects a rapidement pris une ampleur inattendue. Ce qui semblait être une simple irrégularité dans la documentation douanière s'est transformé en une découverte majeure, une organisation criminelle bien plus complexe et dangereuse que ce que les autorités avaient imaginé. Lorsque les agents d'Awa et Karim ont suivi les traces de ces camions, ils ont commencé à relier les points entre eux. Les itinéraires étaient systématiques, les chauffeurs toujours les mêmes et les cargaisons apparemment sans destination. Ce qu'ils ont rapidement compris, c'est que ces camions circulaient pour quelque chose de bien plus grave que de simples erreurs administratives. Un après-midi, alors qu'ils interceptaient un autre convoi, la situation a pris un tour dramatique. Sous les sacs de ciment se cachaient des barils métalliques scellés, et lorsque les inspecteurs ont ouvert l'un d'eux, une odeur métallique âcre s'en est échappée. À ce moment-là, la réalité a frappé. Des explosifs et des produits chimiques destinés à des usages militaires ou terroristes. Les camions ne transportaient pas seulement des matériaux industriels, mais des substances capables de détruire des villages entiers, de contaminer des rivières et d'infliger des pertes humaines massives. Plus alarmant encore, les enquêtes ont révélé que ces cargaisons n'étaient qu'une petite partie d'un réseau qui s'étendait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les barils transportés par les camions étaient d'une taille et d'une quantité qui suggéraient une industrialisation du trafic. Un premier calcul a révélé que les cargaisons interceptées jusqu'à présent contenaient suffisamment de matières dangereuses pour provoquer des explosions en chaîne ou empoisonner un bassin d'eau entier. Dans les jours suivants, les forces de l'ordre ont découvert que ces cargaisons circulaient depuis plusieurs mois, dissimulées, sous des tonnes de ciment, franchissant des postes frontaliers sans être détectées. Ce trafic impliquait non seulement des contrebandiers locaux, mais aussi des acteurs internationaux, sans doute reliés à des groupes militants. Les inspecteurs, sous la direction d'Awa et Karim, ont réussi à reconstituer l'ampleur du réseau en remontant les trajets de chaque camion. Une série de coopérations entre différentes unités de la police, les forces armées et les services de renseignement a permis de démanteler plusieurs cellules qui opéraient dans la région. Les conséquences de ces découvertes se sont rapidement propagées. L'État burkinabé, sous la pression, a dû prendre des mesures d'urgence. Ibrahim Traoré, bien conscient du danger, a ordonné une réorganisation totale des postes de contrôle et des stratégies de surveillance. Il a compris que ce n'était pas une simple affaire de contrebande, mais une question de sécurité nationale qui touchait directement la stabilité du pays. C'est alors qu'une décision cruciale a été prise. Il fallait intercepter chaque cargaison, tracer chaque itinéraire et démanteler ce réseau avec la plus grande rigueur. Le pays n'avait pas le droit de faiblir. Chaque action devait être minutieuse, coordonnée et rapide. Car dans cette région troublée du Sahel, un retard pouvait coûter cher. La souveraineté du Burkina Faso
dépendait désormais de la capacité à maintenir un contrôle absolu sur ces lignes de défense invisibles mais essentielles. Les agents, les forces armées et le gouvernement se sont lancés dans une course contre la montre pour démanteler ce réseau avant qu'il ne puisse faire davantage de dégâts. Mais une question restait suspendue. Combien d'autres cargaisons avaient franchi les frontières sans être détectées? Et combien de temps encore le pays pourrait-il maintenir cette vigilance? Les premiers chiffres ont commencé à émerger dès que l'enquête a pris de l'ampleur. Chaque élément de preuve découvert apportait son lot de révélations alarmantes, et les agents se sont rapidement rendus compte que ce qu'ils avaient entre les mains dépassait largement les attentes initiales. La quantité de produits chimiques et d'explosifs interceptés a été l'un des premiers éléments à frapper les enquêteurs. Les barils scellés, bien que camouflés sous des couches de ciment, contenaient près de 2,3 tonnes d'explosifs de type nitrate et aluminium, dont l'instabilité était telle qu'un choc léger pouvait entraîner une explosion en chaîne. Cette quantité, largement supérieure aux saisies précédentes, témoignait d'une évolution inquiétante de la capacité logistique du réseau criminel. Une analyse plus poussée des substances a révélé que ces explosifs étaient destinés à des usages militaires et non à une simple exploitation industrielle. Le risque de contamination était immense. Un seul baril pouvait détruire un périmètre entier si l'explosion se propageait comme prévu. Les ingénieurs militaires ont souligné que le trafic semblait avoir pris une tournure industrielle, alimenté par un réseau bien organisé, capable de se procurer ces matériaux à grande échelle. Cette constatation ne faisait que renforcer l'urgence d'une action rapide. Un autre chiffre clé a attiré l'attention des autorités: 1,1 tonnes de cyanure à une pureté exceptionnelle, nettement supérieure à celle utilisée dans les circuits miniers légaux. Cette poudre presque cristalline avait un potentiel dévastateur. Un déversement accidentel ou un usage détourné aurait suffi à contaminer une rivière entière en quelques heures. Les experts ont estimé que dans le cas d'une fuite mineure, des milliers de personnes pourraient être affectées dans un rayon de plusieurs kilomètres. Ce cyanure n'était pas destiné à l'industrie minière, mais à des usages bien plus sombres. Les caisses de médicaments falsifiés ont également fait surface dans l'enquête, avec 780 boîtes marquées au nom de fausses entreprises européennes. Les tests ont révélé que ces médicaments contenaient jusqu'à 17% de craie et des particules d'arsenic. L'intention derrière cette cargaison était claire. Ces médicaments ne devaient pas atteindre des marchés urbains où les contrôles étaient stricts, mais plutôt les hôpitaux ruraux, où les contrôles étaient minimes et où la population était particulièrement vulnérable. Un seul lot de ces médicaments contrefaits aurait suffi à provoquer des dégâts irréversibles pour des centaines, voire des milliers de personnes. Les chiffres étaient incontestables. Ce n'était pas un trafic de faible envergure. L'ensemble du réseau était structuré de manière sophistiquée, avec des liens qui s'étendaient au-delà des frontières du Burkina Faso, touchant des pays voisins comme le Mali et le Niger. La question n'était plus de savoir si ce réseau existait, mais jusqu'où il s'étendait et combien de temps il avait opéré sans que les autorités n'interviennent. Mais ces chiffres ne révélaient qu'une partie de la réalité. Les pertes humaines potentielles, les répercussions économiques et sociales étaient bien plus difficiles à quantifier. Cependant, une chose devenait de plus en plus évidente. Ce réseau était bien plus qu'une simple menace criminelle. Il était le symptôme d'une fragilité profonde, une vulnérabilité systémique que le pays ne pouvait plus ignorer. Les autorités, et en particulier Ibrahim Traoré, avaient désormais en main des preuves tangibles de la gravité de la situation. Les décisions qui allaient suivre devaient être précises, rationnelles, mais aussi rapides. Le temps était compté et la question se posait. Combien d'autres cargaisons avaient déjà franchi les frontières sans être détectées?
Combien d'autres vies étaient en jeu? À ce stade, l'enquête avait révélé l'ampleur du réseau de contrebande. Cependant, pour comprendre pleinement le défi auquel faisait face le Burkina Faso, il était essentiel de considérer deux perspectives opposées qui continuaient de diviser les analystes et les décideurs. D'un côté, il y avait ceux qui croyaient fermement que le pays pouvait continuer à faire face seul à ce réseau criminel, en s'appuyant sur la discipline interne et la souveraineté. De l'autre côté, certains experts soutenaient que l'isolement du Burkina Faso, combiné à la fatigue des forces internes, risquait de rendre le pays vulnérable à des attaques extérieures ou à des infiltrations plus profondes. Les défenseurs de la souveraineté totale, dirigés par des figures comme Ibrahim Traoré, soutenaient que les réformes mises en place, notamment la restructuration des postes de contrôle et la réorganisation des douanes, avaient déjà montré des résultats concrets. Il pointait une baisse de 48% des flux de contrebande sur la frontière sud au cours des 6 derniers mois, chiffre qui prouvait que les mesures prises avaient bien un impact tangible. Selon eux, la discipline interne et la vigilance de la population locale étaient des armes suffisantes pour maintenir la stabilité et préserver l'intégrité des frontières. Cette approche mettait en avant le rôle central des communautés locales qui s'étaient progressivement intégrées dans le dispositif de surveillance. Cependant, l'opposition ne tardait pas à souligner les faiblesses de ce modèle. Les critiques affirmaient que sans aide extérieure, le pays finirait par s'épuiser sous la pression des réseaux transnationaux. L'argument principal résidait dans l'idée que les ressources limitées et l'épuisement des institutions locales rendaient ce modèle de vigilance soutenu difficile à maintenir sur le long terme. L'absence de soutien international selon ces voies risquait de provoquer une fatigue administrative et de rouvrir la porte à la corruption et à l'infiltration criminelle. En effet, certains observateurs régionaux prévoyaient qu'une telle stratégie isolée pourrait conduire à un renversement de la situation, laissant la place à des acteurs extérieurs, comme les groupes militants ou des réseaux de trafic transnational. Cependant, les récentes réussites dans la lutte contre la contrebande et le réseau criminel ont montré que, contre toute attente, les arguments en faveur de l'autonomie du Burkina Faso se renforçaient. Les chiffres de la baisse de la contrebande et l'engagement croissant de la population semblaient confirmer la viabilité du modèle. Si les ressources internes étaient gérées correctement, le pays pouvait résister à la pression externe et maintenir son contrôle sur ses frontières. Malgré les divergences d'opinion, une chose était claire. La route vers la stabilité reposait non seulement sur des choix stratégiques difficiles, mais aussi sur l'unité nationale et l'engagement de chaque citoyen. La question désormais n'était plus de savoir si le pays pouvait s'en sortir, mais comment maximiser l'efficacité de ses ressources internes tout en continuant à résister aux forces extérieures. Les deux visions s'affrontaient, mais une chose était certaine, la souveraineté du Burkina Faso était en jeu. Les prochains mois seraient décisifs pour déterminer si la stratégie de Traoré réussirait à solidifier la position du pays ou si l'épuisement institutionnel ouvrirait la voie à de nouvelles menaces. En plein cœur de l'enquête, une révélation cruciale a bouleversé la donne. Ce qui semblait être une série de petites irrégularités dans les documents douaniers s'est transformé en une opération géopolitique à grande échelle. Ce n'était pas seulement un réseau criminel local, c'était un mouvement stratégique visant à affaiblir le pays de l'intérieur. La découverte d'un autre convoi transportant des produits chimiques et des médicaments falsifiés a marqué un tournant. Ces produits n'étaient pas destinés aux grandes villes où les contrôles sont stricts. Non, leur véritable objectif était les hôpitaux ruraux, là où les plus vulnérables, surtout les enfants, étaient exposés à des risques insidieux. À ce moment précis, les enquêteurs ont compris que ce trafic n'était pas simple,
simplement une question de fraude ou de criminalité organisée, mais une attaque sous-jacente contre la société elle-même. Chaque cargaison interceptée représentait bien plus qu'une simple cargaison illégale. C'était une part de la souveraineté du Burkina Faso qui était en jeu. Ce retournement a renforcé la détermination des autorités, mais aussi la tension qui pesait sur les épaules de ceux qui avaient pris la décision de faire face à cette menace. Le jeu était devenu plus complexe. La bataille ne se limitait plus à des routes et des camions, mais à un enjeu bien plus grand, la survie même du pays. Les révélations sur le réseau de contrebande ont eu des répercussions profondes sur plusieurs fronts. En premier lieu, les données recueillies ont permis de diviser les impacts de l'opération en quatre grands groupes: la sécurité nationale, l'économie locale, les communautés rurales et l'intégrité des institutions. Pour la sécurité nationale, les conséquences étaient immédiates. En interceptant les camions et en découvrant la véritable nature de leur cargaison, les autorités burkinabées ont évité une catastrophe imminente. Les produits charmeux des produits chimiques, les explosifs et les médicaments falsifiés auraient pu semer la terreur dans des villages entiers, contaminant des sources d'eau ou même provoquer des explosions de grande envergure. Chaque interception a permis de déjouer ce qui aurait pu être une série d'attaques ciblées contre des infrastructures civiles sensibles. Cependant, cette vigilance accrue a révélé des failles dans les contrôles de sécurité aux frontières. Le pays était bien plus vulnérable que ce que l'on pensait, et des renforcements étaient nécessaires pour maintenir cette sécurité fragile. Sur le plan économique, la contrebande avait un impact dévastateur. Les réseaux de trafic affaiblissaient l'économie locale en introduisant des produits de qualité inférieure ou dangereux dans le marché. Cela détruisait les entreprises locales, en particulier celles des régions frontalières, qui étaient déjà fragilisées par des années d'instabilité. Les produits chimiques et les médicaments falsifiés représentaient une concurrence déloyale pour les producteurs locaux et les commerçants honnêtes. Toutefois, après la mise en place de mesures plus strictes, les chiffres ont montré une réduction de 43% du trafic transfrontalier, permettant à l'économie locale de respirer et à des chaînes d'approvisionnement légales de se renforcer. Les communautés rurales, quant à elles, étaient les plus affectées par cette crise. Les hôpitaux locaux, souvent dépourvus de ressources, étaient les cibles privilégiées pour la distribution de médicaments falsifiés. L'introduction de ces produits mettait en danger la santé des populations les plus vulnérables. En interceptant ces cargaisons, les autorités ont évité un désastre sanitaire dans des zones déjà démunies. Les communautés locales, qui avaient longtemps été laissées à elles-mêmes, se sont progressivement intégrées dans un réseau de surveillance participative. Des formations ont été organisées pour sensibiliser les habitants aux risques et leur rôle dans la protection de leur région. Les jeunes des villages frontaliers ont été impliqués dans des patrouilles, réduisant ainsi l'isolement et la vulnérabilité de ces zones. Ce changement a renforcé le sentiment d'appartenance et la coopération entre les citoyens et l'État. Enfin, pour les institutions, l'impact a été à la fois positif et négatif. D'un côté, les réformes imposées par Ibrahim Traoré ont permis une mobilisation plus cohérente des forces de sécurité et des douanes. L'armée et les forces locales ont commencé à travailler de manière plus coordonnée, ce qui a accru l'efficacité des opérations. Cependant, ces changements ont également mis en évidence des faiblesses systémiques dans la gestion des ressources humaines et la formation continue des agents. L'épuisement des équipes et le manque de soutien extérieur ont été des facteurs préoccupants, et la question de savoir si le pays pouvait maintenir une telle pression sur ses institutions internes à long terme restait ouverte. En résumé, les conséquences de l'opération ont été profondes et multiples. Si la sécurité nationale a été préservée, des défis économiques et institutionnels demeuraient.
Toutefois, la mobilisation populaire, couplée à des réformes strictes, offrait une lueur d'espoir pour maintenir cette dynamique. Mais la route à suivre serait semée d'embûches et chaque décision prise pourrait déterminer si le pays sortira renforcé ou fragilisé de cette crise. L'avenir du Burkina Faso se trouve à un tournant crucial. Après les découvertes alarmantes et les mesures prises pour protéger la souveraineté du pays, trois scénarios peuvent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité et l'avenir du pays. Le scénario de base repose sur la continuité des réformes instaurées par Ibrahim Traoré. Si les mesures de surveillance frontalière et de coopération avec les communautés locales restent efficaces, la stabilité du pays pourrait être préservée. Les flux de contrebande devraient continuer à diminuer et les actions de sensibilisation dans les zones rurales auront des résultats positifs. Le taux de contrebande pourrait encore baisser de 15% par semestre et les réseaux criminels transnationaux pourraient se voir contraints de réduire leur activité. Toutefois, ce scénario nécessite un maintien strict des réformes et un suivi constant. Le plus grand défi restera la gestion des ressources humaines, en particulier dans les zones frontalières où les forces de sécurité sont déjà épuisées. La question de la capacité du pays à maintenir cette pression sans renforts extérieurs persistera. Le scénario optimiste envisage une évolution plus positive, dans laquelle les succès des réformes burkinabées inspirent d'autres pays voisins. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté et de coopération régionale dans le Sahel, attirant même des partenaires pour renforcer les capacités locales de surveillance et de contrôle. Des accords bilatéraux pourraient être signés avec le Mali et le Niger pour échanger des informations de renseignement et coordonner les efforts de lutte contre la criminalité transnationale. Cette coopération pourrait permettre non seulement de sécuriser les frontières, mais aussi de renforcer l'économie locale. La région pourrait alors connaître une renaissance économique modeste, stimulée par un meilleur contrôle des marchés et la réduction des produits illégaux. Cependant, ce scénario reste incertain car il dépend largement de la stabilité politique interne et de la coopération avec les voisins qui restent fragiles dans la région. Le scénario défavorable envisage la possibilité d'une fatigue institutionnelle et d'un retour en arrière. Si les réformes perdent de leur efficacité en raison de l'épuisement des forces internes et d'un manque de soutien international, la contrebande pourrait augmenter à nouveau. Les réseaux criminels extrêmement adaptatifs trouveraient probablement de nouvelles routes pour faire circuler leurs cargaisons. Les zones frontalières, déjà vulnérables, pourraient devenir des points chauds de l'insécurité et la population pourrait perdre confiance dans le système de surveillance. Les efforts pour maintenir un contrôle strict risqueraient de s'effondrer, laissant la place à une recrudescence des trafics et à une instabilité accrue. Ce scénario présenterait un danger de retour à une situation de chaos, avec des conséquences dramatiques pour l'économie et la sécurité nationale. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour et le choix de la voie à suivre dépendra de la capacité du pays à maintenir sa vigilance et à renforcer ses institutions. Le soutien international, même minimal, pourrait être déterminant pour réussir à traverser cette période incertaine. En fin de compte, l'avenir du pays se jouera dans sa capacité à maintenir une cohésion interne tout en résistant aux pressions extérieures. La situation actuelle du Burkina Faso, marquée par les révélations récentes, pose des questions profondes et universelles sur la résilience des nations face à l'adversité. Pour les observateurs, l'histoire du pays n'est pas simplement celle de la lutte contre un réseau criminel, c'est celle de l'autodéfense d'un peuple, du combat pour maintenir sa souveraineté et ses valeurs au milieu d'un environnement géopolitique incertain. Ce qui s'est passé dans le Sahel n'est pas isolé.
Le Burkina Faso se trouve au cœur d'une région où les frontières se sont poreuses, où les tensions géopolitiques sont omniprésentes et où les menaces internes se nourrissent de failles institutionnelles. Mais ce qui distingue cette histoire, c'est la réaction du pays face à l'adversité. Au lieu de se laisser submerger, les autorités ont choisi d'agir. Ils ont pris des mesures drastiques, ont transformé la vigilance en une arme de souveraineté et ont trouvé un moyen de défendre leur territoire en faisant appel à l'unité interne. Pour les habitants des zones rurales, souvent laissés dans l'ombre des grandes décisions politiques, cette situation est un appel à la responsabilité partagée. La sécurité n'est plus perçue comme un privilège accordé de l'extérieur, mais comme un devoir collectif. Le message est clair. Chacun joue un rôle. L'implication de la communauté locale, bien que modeste dans un premier temps, devient essentielle. Ces personnes, qui autrefois étaient marginalisées, deviennent aujourd'hui des acteurs clés de la préservation de leur propre sécurité. Les histoires de jeunes villageois participant aux patrouilles ou de commerçants signalant des cargaisons suspectes nous rappellent qu'aucune nation ne peut se sauver seule. La sécurité est une responsabilité partagée, un effort commun qui transcende les frontières physiques pour toucher au cœur de l'indépendance et de la solidarité. Le Burkina Faso pourrait bien offrir au monde un modèle de gouvernance et de résilience face aux défis qui nous unissent tous. Cette transformation, lente mais profonde, incarne une vérité essentielle. La souveraineté, la dignité et la sécurité sont des valeurs que chaque individu peut défendre, peu importe la taille du pays ou les défis à surmonter. Le chemin pour restaurer la stabilité du Burkina Faso ne passe pas seulement par la sécurisation des frontières, mais par un renouveau interne qui touche toutes les couches de la société. Dans ce cadre, une feuille de route en 5 étapes a été mise en place pour garantir que les progrès réalisés ne soient pas éphémères, mais solides et durables. D'abord, il s'agit de centraliser le renseignement, en mettant en place une base de données unifiée pour les postes douaniers et de sécurité, afin d'identifier rapidement les cargaisons suspectes. Cela inclut l'optimisation des systèmes d'alerte pour réduire le délai de détection des anomalies, avec pour objectif une réduction de 50% du temps d'identification des menaces. Ensuite, l'accent est mis sur le renforcement de l'éducation civique. Des programmes de formation sont déployés dans 42 villages frontaliers pour sensibiliser les jeunes, les commerçants et les anciens contrebandiers à la sécurité. Ces formations doivent accroître la vigilance communautaire et intégrer les habitants dans le processus de protection, et leur réussite sera mesurée par le nombre de signalements fiables effectués par les citoyens. Puis vient la nécessité de structurer la coopération civile-militaire en intégrant forces civiles et militaires dans des patrouilles mixtes. L'objectif est de réduire de moitié le temps de réponse aux alertes, grâce à des patrouilles communes couvrant plus efficacement les zones sensibles et d'améliorer la réactivité des interventions. En parallèle, il faut soutenir la réinsertion économique. Pour aider les anciens contrebandiers à réintégrer la société, un programme de microcrédits agricoles sera mis en place. Il doit permettre de diversifier les revenus locaux et de créer des entreprises légales, contribuant ainsi à la résilience économique des zones frontalières. Enfin, une évaluation indépendante viendra mesurer les progrès au moyen d'un rapport trimestriel en termes d'incidents évités, de participation communautaire et de confiance publique. La sécurité sera mesurée non seulement en termes d'interception, mais aussi en fonction du bien-être général des citoyens. Cette feuille de route vise à renforcer la capacité du pays à se protéger seul tout en favorisant une stabilité durable, bâtie sur l'engagement des citoyens et des institutions. À la fin de cette longue lutte pour maintenir la souveraineté du Burkina Faso, une chose est devenue évidente. Ce n'est pas la force brute ou les interventions extérieures qui feront la différence, mais la résilience du peuple.
Ibrahim Traoré, observant les résultats de ses décisions, n'a jamais cherché la gloire. Il savait que la véritable victoire résidait dans la capacité à maintenir la discipline et à unir le pays autour de l'idée de souveraineté sans attendre des secours étrangers. Ce processus n'était pas spectaculaire, mais il était profond. Les petites actions locales, comme un commerçant qui vérifie un camion avant de décharger, ou un jeune villageois qui rejoint une patrouille nocturne, ont forgé la vraie défense du pays. À travers ces gestes, une vérité s'est imposée. La sécurité n'était plus un concept lointain, mais une responsabilité quotidienne, partagée par chaque citoyen. Dans les communautés rurales, ce changement était palpable. Ce n'était plus une question de dépendance ou de soumission à des forces extérieures. Il s'agissait de protéger ce qui avait de la valeur, la vie quotidienne, la famille, la communauté. À travers la poussière du Sahel, une nouvelle forme de souveraineté a émergé. Ce n'est pas un pays qui attendait son salut, mais un peuple qui choisissait chaque jour de se tenir debout, uni et résilient. Cette leçon de solidarité, aussi humble qu'elle soit, pourrait bien être la plus grande victoire du Burkina Faso. À travers l'histoire du Burkina Faso, nous avons vu une nation fragile se lever, non pas grâce à des promesses vaines, mais par l'effort quotidien de ses citoyens. Ce n'est pas une simple leçon de géopolitique, mais un appel à la responsabilité collective. Chaque action, chaque geste, chaque décision prise au niveau local devient un rempart contre l'incertitude et les menaces extérieures. Le modèle burkinabé peut inspirer d'autres nations à travers le monde. Lorsque la sécurité devient un effort partagé, lorsqu'une nation refuse d'attendre son salut d'une aide extérieure, mais choisit de prendre son destin en main, c'est une forme de souveraineté qui va bien au-delà des frontières géographiques. Aujourd'hui, le Burkina Faso montre au monde qu'il n'en est- qu'il n'est pas seulement question de protéger des frontières, mais de protéger des vies et des valeurs fondamentales. Et si cette histoire nous apprenait à nous aussi, à un moment donné, à regarder de plus près notre propre responsabilité dans la sécurité et le bien-être de nos communautés? La vraie question n'est pas si ce modèle peut fonctionner ailleurs, mais si nous sommes prêts à participer à cette transformation collective.